Voilà, c'est officiel, on enregistre. Donc, peut-être faire un petit survol du projet. Donc, c'est ça, moi, comme je vous ai brièvement expliqué par courriel, ça fait depuis maintenant presque 3 ans que je me suis un peu intéressé à la marche de façon un peu par hasard, en discutant avec une amie sur qu'est-ce que les différents types de démarches voulaient dire, si c'était quelque chose qu'elle appréciait dans un contexte, maintenant, d'attraction. Puis on a un peu connecté, on a parlé là-dessus parce que j'ai toujours pensé que j'étais un peu le seul dans mon entourage que je ne savais pas qui observait ça. Puis, suite à cette discussion-là, je me suis un peu plongé dans des recherches en ligne pour savoir est-ce qu'il y avait des études qui pouvaient dire qu'on pouvait communiquer à travers la marche et le mouvement. Puis c'est vraiment là où est-ce que je suis tombé sur toute une panoplie d'informations scientifiques, bien sûr, mais donc une espèce de monde s'est ouvert à moi sur la marche que j'avais jamais vraiment pensé avant, mais que je commençais à réaliser qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les dernières années qui étaient, en fait, de ce que j'ai compris, il y avait comme un peu un nouveau regard sur la scène scientifique internationale sur la marche. Et donc, de là, j'ai commencé à collecter des informations. Puis, j'ai un très bon ami à moi, Ziad, qui, lui, est un producteur de films et de films documentaires. Et on est allé luncher un jour et puis on parlait tout et de rien. Puis je lui ai dit, hey, écoute, en passant, je suis tombé sur ces informations incroyables sur la marche. C'est absolument inusité, mais en même temps, ça pourrait être anodin, mais je trouve ça vraiment. Puis il a vraiment accroché sur ce que j'ai trouvé. Puis depuis, on a commencé à travailler sur mettre en place des initiatives de parler de ce sujet, puis des découvertes que j'ai faites. Donc, notamment, on a enregistré une première série d'un podcast cet été qui n'est pas encore lancé. On est à attente d'une réponse de la CBC pour une distribution avec elle. Et aussi, on a fait des multiples demandes à la SODEC pour faire un documentaire. Et cet été, on a eu donc un premier financement de recherche et de développement et d'écriture de scénarios pour ce fameux documentaire-là. Et c'est là où Vali s'est joint à nous pour travailler avec nous, mettre en place les idées, puis évidemment mettre du sien et finalement pour écrire un scénario qui sera soumis dans quelques semaines. Et je tiens à dire aussi que Vali, on avait quand même commencé à travailler depuis les premières ébauches de l'écriture de la première idée du scénario. Donc, ça fait quand même Excuse-moi un petit instant, Raphaël. Oui. Je ne veux pas répondre au téléphone, mais il y a le répondeur. Le répondeur. Oui, il y a la personne laisse son message, là. Excusez-moi. Pas de problème. Excusez-moi. Aucun problème. OK, bye-bye. OK. Bon. Oui, donc je finissais en disant que Vali a quand même travaillé avec nous dès les premières ébauches de nos idées du documentaire. Donc, ça fait quand même un petit moment qu'on avait déjà parlé de ce projet avec Vali. Puis finalement, suite au financement, on a pu l'intégrer de façon plus officielle. Et donc nous voilà aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on t'a contacté et que je t'ai envoyé un courriel, c'est parce que Vali avait vu une de tes pièces et puis elle m'en avait parlé. Qu'est-ce que vous avez vu, Vali? On peut se tutoyer, là, si ça ne te dérange pas. Je vous respecterai pas moi pour autant. Okay. Oui, C'était à l'Espace Libre. Oui, c'est nous qui avons invité ce show-là. C'est moi qui ai invité mon ami Yves Marc. Quand ça? À Espace Libre, vous avez vu ça il y a quelques années, là? Oui, exact. Bon, OK. En première partie, il y avait ma femme qui faisait un numéro qui s'appelait La Courtisane. Oui, c'est ça. Puis en deuxième partie, mon ami Yves Marc de Paris faisait cette prestation-là. C'est une œuvre qu'ils avaient créée, lui et sa compagne, quelques années plus tôt. Donc, comment ça s'appelait déjà, Jean? Attention la marche, je pense, ou...
Je peux retrouver, je vais écrire à mes amis, Ça Claire fait Hagen. quelques années, mais aussi, je pense que aussi, est-ce que ça se peut que tu avais travaillé avec Michael McKenzie aussi, Ouais, ben oui, c'est un bon ami. le précepteur? Oui, on a produit Le Précepteur, on a C'est produit La ça, Barne et la Truie, c'est ça. aussi une œuvre bilingue qui s'appelait Farce. Puis Oui, j'avais travaillé avec Michael aussi à Toronto sur une production qui avait pan-canadienne, là. Oui, oui. Vous mais connaissez je pense que Michael? oui, c'est un très bon ami, Michael, depuis des années. Mon ancien coloc, tu sais, on était super proches. Fait que je pense aussi, c'est par Michael OK. que j'ai dû te voir jouer la première fois. Ça fait OK. quelques années de ça, mais Ah, quand on parlait du projet, je trouvais ça important qu'on parle à quelqu'un qui a fait de la démarche enfin, une grande partie de son art, le côté plutôt artistique, expression ouais, corporelle, en tout cas. ouais. Mais je vais laisser Raphaël poser ses questions, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait qu'on parle à Jean Asselin. C'est chic. Merci, Val. Ben oui, puis en fait, selon votre première réponse au courriel, lorsque vous m'avez envoyé le lien et le fantastique essai de Balzac. Balzac, oui, 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 absolument incroyable, mais c'est là où est-ce que j'ai vraiment dit, OK, Vali, je pense qu'on a vraiment mis le doigt sur quelque chose de super intéressant. Et donc, elle a dit, parfait, ben, j'aimerais ça participer à la rencontre. Donc voilà, un peu ça, c'est de où on vient, pourquoi on vous contacte, pourquoi on vous parle. Puis, donc, comme Vali disait dans le documentaire, en fait, qui est encore à ce point-ci, quand même, on est en train de sonder des pistes de recherche pour avoir du contenu pour agrémenter le tout. Mais une chose était certaine, c'est que on avait aussi en tête l'idée du mouvement sans nécessairement trop l'expliquer. Donc, vraiment de pouvoir démontrer toutes les différentes facettes de la démarche, un peu comme un mime, par exemple, pourrait le faire. Ouais. Et donc, évidemment, on a pensé à vous. Et la première question, c'était en fait, bien, premièrement, avec vos yeux, avec votre expérience sur le mouvement, sur le jeu, quel serait en fait votre regard sur la marche et la démarche? OK. Ouais. Donc, votre origine, vous êtes des gens de cinéma? Oui, Oui. OK, oui, c'est OK, vrai. ça marche. Ben, en fait, moi, je suis une réalisatrice là, de OK, documentaires OK, et de projets numériques en tout genre. OK, Raphaël a un background un petit peu différent. OK, Oui, moi j'ai travaillé plus en production dans le domaine de la musique surtout. OK. Puis ça serait en fait mon premier projet long métrage documentaire. Oui, oui. Bon, ben moi, je suis un théâtreux. Je suis tombé là-dedans il y a 60 ans à peu près. Puis je me lance pas, j'enseigne encore. Il se trouve que présentement, j'enseigne à l'Université Concordia des jeunes gens. Euh, c'est essentiellement ce que j'appelle la phénoménologie de l'acteur, c'est-à-dire tout ce qui apparaît à ses sens et à sa conscience. Et mon premier thème, c'est l'espace. Hmm. Alors, je distingue l'espace physiologique, plus du dedans, mettons, de l'espace comme milieu environnant avec sa géométrie et tout ça. Et mon dada, c'est de leur faire associer les sensations physiques à ce qui se passe au niveau de la conscience. Typiquement, par exemple, je leur fais faire des bancs de poissons, c'est-à-dire quelqu'un postule un rythme et les collègues doivent entrer dans ce pas, exactement au même rythme, et se questionner sur l'humeur induite par le rythme. Hmm. Et quelles que soient les réponses, identiques ou différentes, c'est passionnant. C'est de voir à quel point l'espace du dedans ou physiologique là, est relié à l'imagination, la conscience. Alors, ce que j'appelle phénoménologie, c'est la co-occurrence des deux choses et la causalité mutuelle. C'est-à-dire, Mhm. c'est autant le corps qui induit l'humeur que l'humeur qui induit le corps et son rythme. Hmm. Bon, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais c'est passionnant, quoi. Mon prof, Étienne Decroux, avait une belle façon de résumer la marche.
D'abord, je vous ai dit que c'est l'anagramme du mot charme. Oui, on a vu ça dans le courriel. C'est quand même étonnant parce que Ouais. je me souviens, moi, j'ai connu des personnes, mettons des femmes, là, ça allait bien, je la trouvais toute, elle avait tout, puis du moment où elle marchait, là, c'était fini, ça ne marchait plus. Et j'ai connu le contraire, des femmes qui n'étaient pas nécessairement les plus grandes beautés, mais dont la marche était vraiment bandante, là. Bon, c'est très, très personnel, c'est très personnel. Et mon maître aimait dire que la marche était probablement voyons comment, le compromis historique le plus extraordinaire, savoir que on est fait par la flexion des jambes là, pour monter en haut et non pour aller devant. Pour aller devant, il a fallu tolérer ce compromis et tendre la jambe dans la diagonale, de telle sorte que ça donne une impulsion vers l'avant. Je trouvais ça assez beau parce que je rapproche ça de certaines populations plus primitives, en Afrique notamment, qui résistent encore à la roue, qui préfèrent marcher que de pousser une charrette. Ou, c'est un sujet inépuisable, enfin. Absolument. Absolument. D'ailleurs, ce que vous dites, ça me fait beaucoup penser à certains passages du texte de Balzac qui lui aussi fait référence aussi à des peuples, comme lui les appelle les sauvages, mais aussi par rapport à leur démarche Oui. justement plus naturelle, puis qui vient poser la question, mais c'est qui sait bien marcher dans ce monde? Tu sais? Puis je pense que Oui. ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Oui, allez-y. Non, je vous écoute, Raphaël. OK, OK. Mais en fait, c'est dans ce contexte-là aussi du texte que j'ai trouvé, en fait, puis pour vous avouer, dans les 3 ans de recherche que j'ai fait, je pense qu'il y a personne, puis ça date de 1834, là, mais il y a personne qui s'est posé des questions aussi claires et a eu un regard aussi profond sur la démarche. Je pense que peut-être aujourd'hui, M. Balzac serait peut-être content de savoir que la science commence à se pencher là-dessus. Mais en même temps, je pense que moi, ce que j'ai réalisé de ce texte, puis je m'en viens à une question pour vous, mais c'est vraiment à quel point, de ce que j'ai compris, notre contexte a modifié notre démarche humaine, si on veut, puis comment on fait de nos valeurs aussi, mais aussi notre société. Et donc, je me demandais, surtout en voyant la liste des types de démarches que vous m'avez envoyées dans votre lien sur le site web, si c'était des choses avec lesquelles vous jouez avec vos personnages dans vos pièces de théâtre, et aussi comment est-ce que vous communiquez certaines choses à vos acteurs pour qu'ils puissent modifier leur démarche. Est complexe la question. OK. Toutes sortes de volets. Oui. D'abord, cette nomenclature de marche est à peu près exhaustive de tout ce que j'ai étudié. Puis il y a des marches là-dedans qu'on a créées nous-mêmes pour le besoin de certaines productions. Ce qui est assez formidable, c'est qu'elles sont distinctes les unes des autres. On peut les analyser, quoique de tous les mouvements corporels, là, la marche est la seule chose qu'on ne peut pas immobiliser. On peut repérer des fractions de la marche, par exemple, ce qu'on appelle le zéro de marche, qui se trouve à être le point par lequel on passe alternativement sur la jambe d'appui. Si on peut bien le définir, le zéro de marche, mais on ne peut pas vraiment l'analyser sans être en processus de marcher. Ce qui fait que certaines personnes sont plus talentueuses que d'autres là-dedans. Il y a des gens qui sont analytiques. Il y a comme deux, autant chez l'enseignant que chez les élèves, il y a comme des gens plus globaux, puis d'autres plus analytiques. Ce qui est mon cas, j'étais très analytique. Donc, les marches me sont venues plus difficilement, mais je les possède très bien. Tu sais, c'est un avantage de l'analyse. Donc, c'est à travers cette connaissance-là, les gens, tu sais, apprendre à connaître ton corps, d'abord, ça devient une propriété extraordinaire. Ça ne te rend pas meilleur, mais ça te rend plus conscient.
tu sais, naturellement, les gens sont innocents, puis ils fonctionnent pas plus mal pour autant, tu sais. Mhm. Mais à compter du moment où ils se mettent à regarder, à se regarder un petit peu, l'innocence se perd. Et souvent, les gens sont plus maladroits. Mais éventuellement, quand la chose est acquise, elle devient, comme on dit, une deuxième nature. Bien sûr. Euh, alors, les connaissances techniques, théoriques et tout ça, tu les as en arrière de la cravate. Tu les mets pas au premier plan, tu sais, comme dans n'importe quelle pratique artistique. Et ça devient très intuitif, instinctif. Moi, Les jambes sont à nous. Moi, c'est mon tronc. Mes bras et mes jambes sont à moi. C'est pas la même chose. Tu sais. Tu peux avoir un premier ministre avec une jambe coupée, puis ça fonctionne très bien quand même. Mhm. Avec la tête coupée, ça marche moins bien. Donc, pour revenir à ta question, peux-tu la reformuler, Raphaël? Oui, oui, en fait, la première partie de la question, c'était savoir comment est-ce que vous communiquez à vos étudiants ou à vos acteurs de étudier leur démarche ou de retravailler ou de les approcher vers un personnage quelconque. Quelles sont les techniques que vous utilisez de communication ou est-ce que c'est vraiment à eux de se l'approprier et de faire un travail à eux à titre de direction? C'était plus, première partie de ma question, c'était à titre de direction, quel type de direction vous donnez? Ben, c'est très technique parfois. Mhm. Repérer le zéro de marche, observer l'ampleur de la foulée, par exemple, le fait que le talon arrière peut être soit levé ou levant, ce qui Mhm. affecte la longueur de la foulée. Alors, si ton talon, il est levé, je pourrais vous expliquer ça de visu, là. Ben, ça ne fait pas un pas très superbe, comme dirait le vers de qui dont Mallarmé, je pense. L'archer superbe fit un pas dans les roseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu sais. C'est les Parnassiens qui faisaient des vers magnifiques, mais plates à mort, là. Donc, tu vois, l'archer superbe fit un pas dans les roseaux. Parfois, dans les marches, souvent, je chante. Ou par Mhm. exemple, sur un pas comme celui-là, je vais donner le vers. L'archer superbe fit un pas dans les roseaux. Et ça correspond à 3 étapes du pas, tu vois. Ou Mhm. alors, mettons, je vais chanter Tant que je vivrai. Et ce rythme-là induit un mood, une Mhm. humeur. C'est une très belle chanson en langue d'oc. Euh, Tant que je vivrai, n'aimerai autrui que vous. Bon, en tout cas, c'est une belle histoire, tu sais. Et le fait de chanter en même temps, ça induit toujours une humeur imbattable. Bien Je vais sûr. aussi leur faire travailler l'intentionnalité. C'est-à-dire que quand un espace est parcouru plutôt qu'occupé, ça induit une intention. Ça veut dire que tu es Mhm. malheureux sur place, il te manque quelque chose, tu as besoin d'aller ailleurs. Et nos richesses sont à l'horizon. Alors, il faut marcher, il faut se déplacer. Et pour ce faire, ça prend une intention. Donc, travaille sur le contrôle de la latitude du regard. Les Mhm. gens aisément vont faire sombrer leur regard vers le sol ou fuir vers le haut. Alors, maîtriser la latitude, c'est plus gênant parce qu'on t'observe, parce que les yeux sont à l'horizontale. OK? Donc, tu te révèles quand tu ouvres tes yeux. On y voit tant de choses. Et la maîtrise de la longitude également, c'est-à-dire maintenir tes yeux devant toi, ce qui est impossible sur un itinéraire courbe, tu vois, parce que tu es Mhm. toujours distrait. Il Ben te oui. faut un itinéraire rectiligne. Alors, je l'ai fait aussi travailler, mettons, les itinéraires, les parcours de l'espace, dans le sens de l'intentionnalité, euh, la netteté des changements d'intention quand tu passes d'un bord à l'autre, un florilège de tours, quart de tour, demi-tour, croisé, effacé. C'est très profus. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et une fois familier avec tout ça, ben c'est sûr que ça te rentre dans la colonne vertébrale, puis Ouais. ça te change une personnalité, là. Ouais. Fascinant. En fait, je suis quand même vraiment surpris de
pas tant que ça, mais quand même, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point est-ce que vous rentrez dans les détails techniques pour les directions. C'est vraiment, c'est quand même, ça peut paraître vraiment beaucoup. Je peux comprendre qu'au début, les gens peuvent peut-être se sentir en parler de tout ça, mais suite à ça, donc toute cette relation, cette étude, cette analyse que vous avez, cette compréhension que vous avez de chaque mouvement dans les différents types de démarches, est-ce qu'à travers ces connaissances-là, ça vous a comme un peu... est-ce que vous l'apprêtez d'une autre manière, de façon un peu plus personnelle, par exemple, à titre de, je ne sais pas moi, détendre, vous avez une autre relation avec les marches que vous prenez pour vous détendre ou pour vous inspirer, ou est-ce que la marche aurait d'autres angles pour vous, autre que dans un titre sur les plans de théâtre? Ah, en dehors de l'art, Oui. Ben, notre étude, mon enseignement, c'est dans le sens d'une formation théâtrale. C'est pas au bénéfice de la vie privée, mais ipso facto, ça, ça change une vie, la perception de toi. Tu vois, on étudie entre autres les micro-mouvements, la sensibilité à ça. Quand tu forces un mouvement, quand tu peux pas dire aie plus de tonus pour acquérir ou atteindre telle bonne posture parce que ça se perd tout de suite. Tu sais, le naturel revient au galop. C'est vraiment une vision de toi-même. Il faut que tu te vois de l'extérieur et que tu aies une sensibilité aux micro-mouvements à l'intérieur de ton corps. Exactement où se trouve ton équilibre entre ton talon, mettons, puis la plante de ton pied. Là. Il y a quand même 6 pouces là-dedans, là, où il peut se passer beaucoup de choses. C'est le seul fait de très lentement passer ton poids à l'avant ou le remettre en arrière. C'est tout un monde qui devrait se réveiller dans ta tête. Alors, c'est ça mon travail sur la phénoménologie, c'est faire en sorte que le corps nous parle avec son éloquence implicite, le contraire de l'éloquence des mots qui est explicite. Les mots, c'est comme un sémaphore. Le mot doit vouloir dire ce qu'il dit. Alors que le corps, c'est de la métaphore. J'aime bien cette comparaison là qui est assez évidente. Sémaphore explicite, métaphore implicite. Alors, tout l'implicite, donc l'inconscient, le subconscient que dit le mouvement, notamment la marche, prendre conscience de ça, ben ça te grandit l'esprit, puis tu deviens un peu plus propriétaire de toi, quoi. Bien sûr. Il y a un côté démiurgique, tu sais, d'être un peu un demi-dieu par rapport à ta personne. C'est une démarche très intellectuelle, finalement. Tu sais, comme je pense que c'est Michel-Ange ou je pense que c'est lui, il disait, c'est tout dans la tête, tout est mental. C'est tout dans la tête. On lui demandait, comment tu fais pour faire un rond parfait à main levée comme ça? C'est tout dans la tête. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est ça. C'est le corps, mais en même temps, c'est vraiment la pensée. Ben, les deux travaillent ensemble, je pense, l'un va sans l'autre, évidemment. Ben, c'est ça. C'est ça la phénoménologie intéressante. C'est pas d'être disparate. Tu sais, comment il s'appelle? René Descartes. Bon, il a dit cogito ergo sum. C'est formidable, tu sais, mais c'est un petit peu tout ce qu'il a dit. Tu sais, à part ça, il y avait beaucoup d'imagination. Mais pour lui, il scindait un peu le monde de la pensée. Il disait que le corps était infiniment plus complexe que la pensée. C'est juste parce qu'il a poussé un crayon toute sa vie, tu sais. Bon, ça repart. Excusez-moi. Mais il n'y a pas de problème. On va attendre 2 secondes, là. Oui, pas de problème. Juste vous dire qu'il reste 7 minutes à l'appel parce que je n'ai pas un service payant de Zoom. Donc, oui, c'est correct, mais je ne veux pas prendre tout votre temps. Oh non, mais on n'a pas fini. C'est juste comment tu proposes, Raphaël, est-ce qu'on se reconnecte au même lien? C'est ça, je vais préparer un autre lien en attendant, là, mais il nous reste encore 7 minutes sur ce lien-ci, donc on peut.
mais on peut se revoir. Ben, je devrais me taire parce que je vous empêche de me... Mais non, il n'y a pas de problème. Ouais, non, non, c'est super On fascinant. est là pour entendre surtout. Mais moi, j'avais une question, Jean, par rapport à cette encyclopédie des démarches. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de l'observation du théâtre humain? Est-ce que c'est venu de... Ou c'est vraiment... Est-ce que ce lexique-là, c'est quelque chose qui est connu, partagé à travers le monde entre les gens qui font ce genre de choses ou c'est issu de ta démarche très personnelle, Mais observer les voisins? Ouais, ça vient essentiellement d'Étienne de Croo. OK. Oui, oui. Ben, la grande majorité de ces marches-là viennent de lui. Avec le temps et nos productions, on en a ajouté plusieurs, mais l'analyse initiale vient d'Étienne. C'est C'est qui un ce homme assez extraordinaire. monsieur-là? Pardon? Moi, je ne le connais pas. OK, il est né en 98, mais de l'autre siècle. OK. Alors, moi, je l'ai connu, il avait de 74 à 79 ans. J'ai étudié 5 ans avec lui. J'allais là pour un stage d'été. Puis après le premier cours, j'ai compris que je devais rester 1 an. Puis après 1 an, j'ai compris que je devais rester 2 ans, ainsi de suite. Puis de fil en aiguille d'élève, je suis devenu disciple et assistant et administrateur et je tenais l'école là, à Paris. Et Étienne a écrit une œuvre magistrale qui s'appelle Paroles sur le mime, paroles au pluriel. C'est une œuvre vraiment magistrale. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas rééditée, parce qu'au marché noir, ça coûte 500 pièces. Quelqu'un qui le trouve en français, là, ça coûte un bras. Mais en anglais, il a été traduit par un ami à moi quand j'étais là-bas. La traduction est excellente. Words on Mime. Donc, c'est chez Étienne que je connaissais le mime avant, notamment par le fils d'Étienne de Croo, Maximilien, chez qui j'avais étudié en 64. Puis, à Londres, j'avais connu des gens de Tchécoslovaquie où j'étais allé étudier en 60, l'année de Dubček, là, c'était en 68, ouais. En 68, j'avais étudié avec des Tchèques. C'est très différent, les pays de l'Est. Et éventuellement, chez Étienne, de 72 à 77. Et bon, on avait des cours techniques qui duraient 1 heure et demie. Et je traversais Paris pour aller là. Puis à chaque fois que je descendais du métro, j'avais l'assurance qu'il y aurait une rencontre artistique de haut vol. Or, chez Étienne, il y avait une séance spéciale pour les marches. Mettons qu'il y avait 5 cours semaine sur toutes sortes de techniques, puis le samedi matin, c'est les marches. Et le samedi soir, c'était improvisation et conférence, par exemple. Donc, l'essentiel de ma connaissance vient de là. Étienne a écrit Words on Mime, donc paroles sur le mime, mais il n'avait jamais écrit sa grammaire. Alors, ce qu'on voit sur le site d'Omnibus, Le corps à l'ère des Lumières, c'est mon 3e essai de grammaire. J'en ai fait 3. Et je le mets là, puis personne d'autre y retouche, mais je sais que beaucoup de monde la regarde et j'en suis fier, là, parce que ça fait pas mal le tour de la question. Et j'aimerais avoir le temps d'y retoucher, mais j'amenderais pas grand-chose de la grammaire qui est là. Et évidemment, ce serait le fun de pouvoir partager ça avec Étienne. Étienne ne se doutait pas qu'éventuellement son œuvre serait non pas popularisée, parce que ça ne le sera jamais et je ne le souhaite pas, mais il ne se doutait pas que son œuvre serait à ce point, essaimerait à ce point, un petit peu partout. Alors moi, ma participation, tu sais, la mission que j'ai donnée à ma compagnie Omnibus, c'était de créer un répertoire pour l'art du corps. Mais la grande orthodoxie, elle est au niveau de l'école. Autant Omnibus est éclectique dans les créations, autant l'école est orthodoxe dans l'enseignement de cet art du corps. Ouais, donc, ça vient essentiellement de là, la nomenclature de marche. Ouais. Wow. Mais moi qui connais pas ça, j'essayais de comprendre ce que c'était, puis je voyais des démarches où vraiment
les jambes très écartées, avec... ou en tout cas, ça me semblait être... c'est pas des démarches classiques, si on peut dire. Donc, Vous les verriez, à c'est très beau. l'origine, d'où ça C'est vient? très beau à regarder. Oui, sûrement. Oui. On aimerait savoir la caméra en ce moment. Mais d'où ça vient, ces types de démarches? Peut-être qu'Étienne, lui, les a prises de la vraie vie. Comment c'est devenu? Il a analysé. C'est un drôle d'homme parce que c'est une personne très honnête. Il y avait deux défauts. Il y avait peu d'équilibre et il n'y avait pas le sens de la géométrie. Or, tout son système est fondé sur l'équilibre et la géométrie. C'est assez étonnant. Je me souviens, il commettait une erreur à propos des dessins composés, puis on lui avait expliqué, ma conjointe de l'époque et moi, on avait étudié la question, puis on lui avait expliqué, vous vous trompez, Monsieur Decroux, les triples dessins ne se trouvent pas dans les diagonales, mais bien dans les points cardinaux de l'espace. Et il avait regardé notre démonstration qui avait duré une bonne heure, puis il avait dit, mes enfants, je ne comprends pas. Mais je suis persuadé que vous avez raison. C'est assez beau, là. Magnifique. C'est- Excusez-moi de vous interrompre. Je vous invite à consulter votre courriel. Je vous envoyais un autre lien. L'appel va se terminer dans 30 secondes sur ce lien-ci. OK. Donc, on se quitte, mais en même temps, OK, on se quitte et on se retrouve. On se retrouve. À tout de suite. OK, à tout de suite.